Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Île-de-France. Aujourd'hui, objectif municipal, quatrième épisode, avec Jean-Pierre Crépin et des collègues constituants. Bonjour les amis. Bonjour à tous. On va parler municipalisme libertaire. Et qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Et puis en quoi ça pourrait aider à la réflexion sur les municipales 2020. On va commencer par toi, Jean-Pierre Crépin. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Jean-Pierre Crépin, je suis écrivain, essayiste. Je chronique la crise sur mon blog Nécronomie depuis 2005. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont vu venir la crise donc, et qui ont commencé à écrire dessus. Ce qui a inspiré deux livres. Le premier, c'est un livre un peu culte, Crise et mutation. Parce que j'avais perçu que c'était pas simplement une crise, mais une véritable mutation. Et un Mutation deuxième, du système capitaliste? une mutation du système capitalisme vers autre chose. Et le deuxième, la grande déconnexion, qui explique un petit peu tout ce qui est déconnexion entre le pouvoir et le citoyen, une chose que les Gilets jaunes connaissent bien. Donc voilà, je suis toujours en activité sur mon blog Nécronomie et j'essaye de m'activer un petit peu d'une manière opérationnelle, on va dire. Au niveau de la crise de 2008, tu l'avais vu venir 2005, ouais. en 2005. Mm. Ah, ok. Et ton blog continue à fonctionner? Ah oui, oui, tout à fait, j'ai encore écrit une note pas plus tard qu'hier. Parlons fort, parce que Oui, le téléphone a été cassé par un baqueux, donc la connexion micro a été cassée. Euh, Tu peux nous donner l'adresse du blog? necronomie.org. Necronomie.org. Ok. Ah, on ne peut pas louper puisque c'est un néologisme que j'ai inventé, Necronomie. Donc dès que vous tapez Necronomie, vous tombez sur moi. Ou crise et mutation, vous tombez aussi sur moi. Ok. Alors, on va parler aujourd'hui municipalisme libertaire et on va vous détailler le plan en fait du résultat de l'atelier qu'on a fait ensemble. Alors, déjà première partie, définition du municipalisme et du municipalisme libertaire. Deuxième partie, la commune, un enjeu moderne, Moderne. d'actualité, et puis toutes les problématiques de décentralisation. Partie suivante, le citoyen véritable au sein de la commune. La différence entre le modèle capitaliste et le modèle municipaliste, et les mises en pratique qui ont été faites sur différents continents du municipalisme. Autre partie, les critiques et les limites du municipalisme. Et puis, nous aurons des éléments proposés au niveau d'une commune des États-Unis, Burlington, voilà, dans le Vermont, où ils ont élu, en quelle date? En 2001, c'est ça? Ouais, Ils ont élu une équipe qui avait un programme municipaliste. absolument. Et on va détailler un petit peu des éléments de leur programme. Et puis on finira par les références des différents ouvrages qui parlent de municipalisme. Bon, on va commencer par le début. Alors, le municipalisme, qu'est-ce que c'est? On va tout simplement introduire parce que on va vous parler aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la prochaine révolution qui a déjà démarré au niveau mondial sur plusieurs continents. Voilà, et c'est le municipalisme. Alors, on vit dans des démocraties de marché où notre avenir se joue au supermarché. Comment ça se passe par rapport au municipalisme? Le local, c'est quoi? Voilà, alors en fait, bon, on est dans des républiques, on vit dans des républiques à tendance démocratique, euh, qui reposent quand même sur la violence légale. Ça, on est bien placé en tant que gilet jaune constituant pour savoir ce que c'est que la violence légale. Et je dirais même qu'on est effectivement dans des démocraties de marché où notre avenir commun se détermine au centre commercial, où l'acte d'achat est devenu plus important que le droit de vote. Alors beaucoup de gens, le municipalisme, effectivement, vous allez beaucoup en entendre parler dans les semaines et dans les mois qui viennent, à ne pas confondre avec le localisme qui va être en fait le gros du programme, je pense, pour les municipales de Marine Le Pen. Le localisme, bon bah,
ça consiste juste à acheter des produits locaux, à faire la promotion de ce qui est local, mais ça ne consiste pas à donner des moyens véritablement démocratiques au municipalisme, aux municipalités. Donc là, on va évoquer le municipalisme libertaire. Le municipalisme libertaire, en fait, c'est de l'écologie sociale, dont le versant politique s'appelle le municipalisme libertaire. Le municipalisme libertaire, c'est quelque chose qui a été théorisé par l'écrivain américain Murray Bookchin. Alors Murray Bookchin, il est très connu au niveau mondial. Il n'est pas tellement connu finalement en France, mais là en ce moment on est en train de le redécouvrir et tous son livre sont réédités parce que on s'intéresse de nouveau à ces idées qui étaient finalement, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il a dû mourir en 2006, mais ces idées étaient tellement modernes qu'on est en train de redécouvrir, et surtout parce qu'on vient de comprendre que finalement le municipalisme libertaire était le dernier rempart face à la mondialisation. Puisqu'aujourd'hui on a été privé absolument de, toute, de toute notre citoyenneté, et donc c'est ce qui fait de la commune cet enjeu en fait si moderne, puisque ce qui est très intéressant dans cette histoire d'objectif municipal, c'est que là pour une fois on va partir à égalité avec Macron, puisque les gens de la République en marche, eux, ils sont en terrain vierge pour les municipales, ils n'ont pas d'élus. Et donc on va pouvoir en fait directement se confronter. Alors l'objectif, je vous le dis tout de suite, pour nous en tant que Gilets jaunes constituants, c'est de conquérir des communes situées entre 300, 500 jusqu'à 3000, 5000 habitants pour mettre en place les premières expériences de municipalisme libertaire, et si possible plusieurs, pour qu'on puisse confédérer ça à l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, je te reprends juste, Ouais. nous les constituants, on est un collectif d'activistes en prônant la radicalité, radix du latin, radix, la racine des choses, identifier les causes des causes, plus exemplarité dans l'action, mais nous on ne veut pas du tout faire de politique ni s'engager, on est simplement un collectif pour produire des pistes de réflexion qui peuvent servir au plus grand nombre. C'était juste une petite précision. L'écologie sociale, c'est quoi? Alors c'est déjà, on n'est pas en train de parler, on est en train de parler d'une idée radicale et révolutionnaire. On n'est pas en train de parler d'une idée réformiste. L'écologie sociale, ça consiste tout simplement à rendre compatible l'homme et la nature et ne pas opposer l'homme et la nature comme ça se fait actuellement. C'est-à-dire la nature devient un enjeu comme l'homme au milieu de cette nature. Donc la première base de réflexion, c'est ça. Donc c'est s'incruster, pas s'incruster, mais véritablement On faire de la... reprend en fait les anciennes valeurs, les valeurs des anciens finalement. Voilà. Les Exactement. paysans vivaient tout à fait en autonomie dans leur milieu. Ils cultivaient la terre, ils étaient dans leur ferme et ils savaient très bien, par exemple, en regardant les nuages, quel temps il allait faire le lendemain. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de retrouver en fait. C'est ça l'être humain qui est intégré dans sa biosphère en fait. Voilà. Intégré dans la biosphère. Alors là, on n'est pas à l'échelle de la région, on n'est pas à l'échelle du département, on est à la plus petite échelle. C'est l'échelle municipale, communale. D'où le nom de municipalisme ou communalisme. Et il faut remarquer qu'au niveau de la France, il y a quoi? Il y a 2 tiers des communes qui ont moins de 1000 habitants. Oui. Donc, grosso modo, il y a des opportunités pour des listes soit gilets jaunes ou soit faire pression sur des listes existantes pour leur faire passer des concepts ou plus pour conquérir des mairies. D'accord. Alors, au niveau du municipalisme, alors on a parlé municipalisme, mais municipalisme libertaire. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Libertaire, c'est Murray Bookchin, c'est un anarchiste, hein, donc on retrouve toute cette horizontalité et toutes les formes de démocratie citoyenne et démocratie directe hein, qu'on peut trouver évidemment dans l'anarchie. En dehors des, on ne parle pas au nom des gens pour les gens.
Ce sont les gens qui s'expriment. Pas de représentativité. Et voilà, Et pas de on fait la représentativité. distinction en fait, parce que l'anarchie est souvent cette idée véhiculée comme quoi c'est le chaos, le bordel, etc. Oui, c'est pas du tout du ça. tout ça. En fait, c'est l'autonomie qu'on cherche. L'autogestion, l'autonomie. Oui, Oui, c'est ça. Ouais. aussi, Donc bien sûr. la responsabilisation de chacun en fait par rapport à son destin. D'accord. Et grosso modo, est-ce qu'on pourrait résumer ça? On ne laisse personne sur le bas-côté, de chacun ses moyens, à chacun ses besoins. Exactement, ça je trouve que ça résume bien le municipalisme libertaire, de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Donc C'est- interaction, voilà. Donc L'équité remplaçant l'égalité. oui, Euh, c'est plus juste parce que chaque personne est différente. Donc du coup, on peut jamais être égal en fait à un autre. Mais par contre, on peut interagir en fonction de la différence qui existe entre une personne et une autre. C'est-à-dire en fonction de ce qu'elle est dans son intégrité. d'accord. C'est lié dans l'ouvrage de Bookchin, c'est lié à la technologie libératrice. Alors, qu'est-ce que c'est que la Oui, technologie parce libératrice? il y a plusieurs courants aujourd'hui. Aujourd'hui, à quoi on assiste en fait au niveau mondial? On va dire, les gens de la Silicon Valley qui sont là dans le modèle transhumain, qui est un peu la religion de demain, le transhumanisme, la mort de la mort, et les neuroimplants, etc. Et il y a tout un autre courant qui s'oppose à ça, notamment aux États-Unis, à travers des gens comme John Zerzan, qu'on appelle, ou, ou des néoludistes comme Pièce et Main-d'œuvre à Grenoble, qui sont ce qu'on peut appeler des anarcho-primitivistes, c'est-à-dire des gens qui sont pour, à la limite, le retour à la bougie, supprimer tout ce qui est téléphone, technologie. On retourne etc. à l'époque des Mormons, quoi. Là, c'est Voilà, alors, des les Amish plutôt. néoludistes, le nom, les néoludistes, ça vient de la révolte des ludistes, qui étaient des tisseurs en Angleterre. Et quand sont arrivées les machines à tisser, bon, bah, comme ils se retrouvaient au chômage, ils ont cassé les machines. Donc il y a pas mal de gens qui s'inscrivent dans ce mouvement. Alors que, et c'est là où la pensée de Murray Bookchin est très originale. Lui, il n'est pas du tout technophobe ni technologue. Il considère que la technologie, parce que pour l'instant on a mal, évidemment si on l'oppose à la nature, c'est pas la technologie qui détruit la nature, c'est l'usage en fait que l'on en fait. Et la technologie peut être aussi formidablement, peut beaucoup aider l'homme si elle libère du temps de travail pour l'homme notamment, pour qu'il se consacre à d'autres activités, notamment des activités créatrices. Donc c'est en ça qu'on peut parler de technologie libératrice. Alors là, on pense bien sûr à l'impression 3D. On pense aux drones, on pense aux nanotech. Aux énergies renouvelables. Creuser son propre puits. En fait, une technologie, c'est pas une mécanique, hein, forcément. C'est quelque chose qui aide l'homme. Faut savoir qu'une machine, en fait, on a toujours tendance à croire qu'elle va nous aider, mais en fait, une machine, c'est très con. Il faut vous rappeler de ça. Hein. Quand il y a une erreur au niveau d'une machine, c'est à cause de l'être humain. Et ce qu'on veut par rapport à cette libération au niveau des technologies, du travail de l'être humain, du coût, ainsi que de son effort, c'est de lui permettre de mieux vivre. C'est-à-dire que la machine doit servir l'être humain et pas le contraire. On peut aussi peut-être déjà évoquer l'ordinateur quantique qui va arriver d'ici quelques années et qui permettra certainement de réduire la consommation d'électricité pour tout ce qui est minage de crypto-monnaies, etc. Et tous les avantages que la blockchain peut apporter au niveau de notre future vie quotidienne. Donc la technologie, ce n'est pas l'ennemi, c'est simplement Non. la retourner et pouvoir l'utiliser de façon à nous libérer du temps pour les Absolument. autres. Ouais, et j'ajouterais modérément. Et en plus, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des mormons qui vivent sans technologie, par contre. C'est juste un à côté. Chacun peut vivre à sa façon. C'est ça l'esprit de la démocratie directe. Et alors, dans cet esprit de municipalisme libertaire, Mhm. le référendum, c'est pas trop le truc de C'est-à-dire Bookchin. non, Bookchin considère que puisque là on est dans un contexte encore une fois communal, municipal, que le référendum, finalement, il dit non, c'est pas un truc, il dit l'autonomie, la fausse indépendance, parce que les gens pensent être en fait indépendants, mais ils ne sont pas réellement, ils sont toujours sous conditionnement. Quand tu es à la télé,
ou même quand tu es dans l'isoloir d'un bureau de vote, tu es quand même conditionné. Donc Bookchin dit non, la sphère privée, il y a la sphère privée, ce que tu fais chez toi qui est du domaine du privé, mais puisque le principe c'est dès que tu mets un pied dehors, tu deviens citoyen, donc il faut aller confronter tes idées dans des assemblées citoyennes, tout simplement. Donc les décisions se prennent systématiquement, donc à la majorité, dans les assemblées citoyennes, où tu peux confronter, où on prend le temps d'écouter les uns et les autres, et ça a aussi l'immense avantage d'enseigner ce qu'est la véritable citoyenneté pour les gens qui en ont perdu complètement l'usage et qui n'ont pas forcément l'habitude de confronter leurs idées, donc aussi de les faire évoluer, de leur faire parfois changer d'opinion parce qu'ils sont confrontés aussi à des problèmes qui ne sont pas du ressort de l'individu, mais là c'est l'individu dans la communauté. Parce que ce qu'on perd complètement de vue, c'est que c'est vrai, on est tous des individus, mais on est des individus interagissant dans une communauté. Et cette communauté, quand tu es dans le municipalisme, tu en as aussi besoin pour vivre. C'est pas un individu qui va faire tourner la municipalité. Donc là, on replace finalement l'individu dans le groupe et la nécessité d'être intégré et de s'intégrer dans le groupe, même si finalement ça nous intéresse pas trop ou ça nous dépasse toutes ces questions-là et puis que nous on préférait regarder Hanouna. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Là, il y a une démarche où on doit pas seulement, déjà c'est beau hein, de participer au RIC, mais là c'est de participer au niveau de ces assemblées et d'échanger, d'écouter les points de vue opposés, etc. Mais c'est pas simple parce qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés, qui sont timides ou qui ne savent pas trop s'exprimer de façon aisée, qui n'ont pas le vocabulaire, quoi, etc. Mais ça fait rien. À ce moment-là, soit par la pratique, soit par une formation, on peut les aider. Et c'est ça l'intérêt en fait d'agir au niveau du groupe. Voilà. Alors là, dans l'exemple du Vermont, qui est passé hein, dans le municipalisme libertaire, ils ont instauré par exemple un système de garderie. Dès qu'il y a des assemblées, en fait, la garderie, elle est gratuite. Oui. Elle est municipale et gratuite, de telle sorte que les papas et les mamans peuvent laisser les enfants et puis eux se consacrer au temps du collectif. Donc c'est dégager du temps pour le collectif. En permanence. Ça existe déjà beaucoup en France. Il y a beaucoup de gens qui sont investis dans l'associatif. C'est une forme de collectif. Oui. C'est la différence, c'est que ça existe déjà beaucoup. Nous, on veut que ça existe partout. Voilà. Alors là, c'était pour le municipalisme libertaire. Donc là, vous allez dépasser en fait le système du RIC. Ces prises de décision, oui. Ces votes se feraient à la majorité. D'accord, à main levée, il y aurait un système d'isoloir, on aurait comment ça se passe? Pas d'isoloir, après ça dépend de la taille. Hein. Nous, on est sur des chemins de ville entre 300 et 3000, donc on peut tout à fait à la main levée si c'est pas trop élevé, mais si c'est trop élevé, on fera des bulletins de vote évidemment. Mais là, on parle donc de déconditionnement de l'individu par la proximité et l'intérêt porté au... C'est une pensée profondément libérale, chère à Adam Smith d'ailleurs, qui considère que l'évolution des choses dans le marché se font par l'égoïsme des gens. Ça, c'est la pensée libérale, ça. C'est la pensée libérale. Donc, en remettant tout dans la communauté, on crée une nouvelle cohésion sociale. D'accord. Mais alors là, sur un petit village, bon, bah voilà, hein, ça c'est envisageable, mais sur une ville, comment ça marcherait sur une ville plus grande? Par quartier. Par quartier. C'est des cellules tout le temps, en fait. C'est tout le temps des cellules qu'il faut créer, en fait. Oui, même un village, on peut considérer que c'est une cellule en tant que telle. Du coup, c'est beaucoup plus gérable. D'accord. Et ça serait amené à se fédérer avec d'autres quartiers ou d'autres villes, enfin villages à côté? De la même manière qu'on peut considérer des confédérations de communes, on peut considérer des associations de quartiers. D'accord. Effectivement, c'est une piste qui est assez originale. Enfin, ok. Alors, la commune, un enjeu d'actualité. Oui. Pourquoi? Comment? Dernier rempart face à la mondialisation, et ensuite qu'est-ce qui va se passer lorsque, bon, on voit bien la situation n'est pas du tout en train de s'améliorer. Il y a 15 jours, la France a fait un emprunt à taux négatif
sur 15 ans, c'est-à-dire que des richissimes investisseurs institutionnels, donc des mecs qui ont vraiment du pognon du lourd, acceptent des retours sur investissement, acceptent d'être payés moins que ce qu'ils ont mis à 15 ans. Donc c'est quand même un signe très très fort de l'effondrement qui est en train de se passer. Christine Lagarde et la BCE ont annoncé aussi la semaine dernière qu'ils continuaient leur programme de planche à billets. En période de crise, même les billets font la planche. Donc de 30 milliards d'euros par mois. Donc toi, tu avais vu en 2005 la crise de 2008 arriver. Oui. Et en 2008, j'ai vu les taux négatifs. Ouais, qui arrive maintenant, enfin depuis un an. Ouais. Et là, tu vois quoi moi, je n'ai jamais changé de texte tout au long de ces années. Je vois le scénario à la japonaise, ce qu'on appelle la japonisation, la japanification de l'Europe, c'est-à-dire un climat déflationniste. On est aux portes de la déflation. Alors la déflation, c'est les consommateurs ne consomment plus, les investisseurs n'investissent plus. Et pourquoi les consommateurs n'investissent plus actuellement? Pourquoi acheter aujourd'hui ce qui sera moins cher demain? Puisque tout baisse. D'accord. Tous les prix baissent. Donc ils attendent pour consommer. Exactement. Et donc, c'est ce qui est arrivé au Japon dans les années 90, et ils n'en sont jamais sortis, malgré des milliards et des milliards de yens imprimés par la Banque centrale, qui n'ont servi à rien, si ce n'est à bétonner le Japon. Alors donc là, on est aux portes de ça. Pour nous, dans une société de consommation où on ne consomme plus, ça sent le sapin quand même. Nous, ça sent. C'est pour ça, alors toutes les démocraties de marché, même aux États-Unis. C'est pour ça que Trump, finalement, il y a eu même il y a quelque temps des gens qui disaient il maintient des taux d'intérêt, il est en train de drainer l'épargne. Ok, mais là, tu as vu, il fait le forcing dans ses dernières déclarations. Quand il a vu que la Banque centrale était encore en train de baisser ses taux, la Banque centrale européenne, il a fait directement en tweet, oui, comment que ça se fait, les Européens, eux, ils ont des taux négatifs et nous, on est obligés de verser des intérêts, etc. On veut la même chose qu'en Europe, on veut des taux négatifs, on veut être payé pour emprunter. Donc ça, pression sur la Fed. Plus que pression, quoi. Mais c'est sa réalité qui est en jeu. Alors, parce que là, c'est ce qui se passe. On est payé pour emprunter et on est payé pour emprunter. Le niveau de résilience de la population, essayer de limiter la casse, pour toi, ça passe par le niveau local, oui, tout municipal. À fait, parce que qu'est-ce qu'on va trouver lorsque là, on va assister à ce que j'appellerais une rationalisation, ce qu'on va nous vendre comme étant une rationalisation du capitalisme, c'est-à-dire diminuer les investissements, ceci, cela, et privatiser à tout va. Donc c'est ce qu'ils vont appeler la rationalisation du capitalisme. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer sous lorsque moi je parle d'effondrement tout simplement, même du capitalisme, qu'est-ce qu'on va trouver? On ne va pas trouver le socialisme, on va trouver les débris du capitalisme. Et nous, on va devoir apprendre à se mouvoir dans ces décombres. C'est pour ça que comment se mouvoir? C'est au niveau municipal, parce que c'est là qu'est le salut. C'est là qu'on peut municipaliser une économie, produire tout ce qu'on peut, installer de véritables règles d'autosuffisance et monter un pouvoir parallèle. Ça, c'est très très important, monter un pouvoir parallèle par rapport au pouvoir centralisé. Résilience. Alors, justement, à propos de ça, il y a déjà il y a une association de maires qui s'appelle SOS Maires, sosmaire.org, c'est ça, où il y a des maires qui prévoient en fait des pépins et qui essayent de s'organiser. Et donc, voilà, c'est pas des plans sur la comète. Il y a déjà des maires qui essayent de s'organiser en réseau pour répondre en fait pas seulement à des problèmes climatiques, des inondations, etc., mais aussi à une détérioration économique longue, lourde, grave, profonde. Mais alors là, finalement, ce municipalisme, ça serait de la décentralisation un peu forcée. Alors que depuis Louis XIV, on est plutôt sur un schéma de centralisation. Après, ça a été repris par la Révolution, avec les Jacobins, etc. À drainer tous les capitaux, tous les savoirs, tous les pouvoirs au niveau des grandes métropoles, des grandes villes. On en a combien en France? 27? Oui, c'est ça. 27 qui créent 2/3 du produit intérieur brut français. Et puis l'extérieur. Métropole citadelle, on peut dire même.
Et puis l'extérieur, bah, c'est ce qu'on peut appeler voilà, La ruralité, exactement. les territoires oubliés. Exactement, là, cette Bah, fameuse d'où on vient, France, nous, les Gilets jaunes. voilà, cette fameuse France périphérique que tous ces experts gouvernementaux n'ont pas vu surgir, ont été surpris par le surgissement désordonné qu'il y a eu soudainement de ces centaines de milliers de gens et ces millions de sympathisants. Et donc finalement, les élites qui sont dans ces métropoles, elles auraient un petit peu oublié l'existence. C'est au-delà d'oubli, c'est qu'à un moment, il y a eu un phénomène de révolte des élites. C'est-à-dire que les élites se sont dit, bah, puisque mon gamin va dans le privé, à l'école dans le privé, et moi, étant donné que quand je suis malade, je vais me faire soigner dans des cliniques privées, pourquoi je paierais autant pour l'éducation et la santé, qui sont les deux principaux budgets finalement de l'État. Donc il y a eu cette espèce de révolte des élites qui ont jugé totalement inutile de payer pour le reste du collectif, puisqu'ils n'étaient pas, ils ne se sentaient plus du tout concernés, bien abrités dans leur métropole citadelle. Ah, et c'est pour ça qu'en Essonne, on est en désert médical, par exemple. Hein. Ils sont en train de tout fermer. Voilà. Sinon, par rapport à la centralisation, je veux juste rajouter un truc. C'est faire la différence entre décentralisation et centralisation. Ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas forcément. C'est en fait que le système reproduit l'état de gouvernance d'un pays, en général. S'il y a un monarque, enfin quelqu'un, on ne dit pas forcément un roi, mais un monarque et quelqu'un qui préside, forcément le pouvoir est centralisé. Alors que s'il y a le peuple qui gouverne le pays, le pouvoir est décentralisé. C'est ça qu'il faut voir. D'accord. Donc là, finalement, c'est l'optique de Chouard, mais au niveau, et ça commence par le niveau local. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on trouvait autrefois dans la fameuse police athénienne, où quand il y avait 40 000 citoyens, il y en a 30 000 qui se rendaient à des assemblées citoyennes, qu'on a trouvé aussi au Moyen-Âge, du côté de Bologne et du côté de Florence en Italie, avec le popolo. Voilà, c'est redonner le pouvoir au peuple. Parce que le contexte principal, en fait, c'est que le monarque a besoin du contrôle. C'est-à-dire qu'il doit contrôler la population, il ne peut pas le faire si la population est décentralisée. Si le peuple a le pouvoir et qu'il y a un monarque, un élu, il ne peut pas contrôler le peuple. C'est l'inverse qui se produit. D'accord. Là, on va passer... donc là, on parle d'enjeux politiques et économiques. Hein, Bien sûr. Énorme. Énorme. On va passer à l'autre partie, c'est le citoyen véritable. La partie le citoyen véritable au sein de la commune. Est-ce qu'on ne peut être un véritable citoyen qu'au niveau de la commune? Ah oui, parce que tout simplement, puisque là, justement, il n'y a pas ce système de... Nous, ce qu'on souhaite, c'est couper, c'est mettre fin à tout système de représentation. Celui qui parle au nom des gens n'est pas les gens. Donc, dans la pensée de Bookchin, tous les enjeux, et forcément, sont locaux, parce que ou municipal, qui connaît mieux, finalement, les enjeux communaux que les gens qui habitent dans cette municipalité. On le voit tous les jours au niveau de l'écologie, on le voit au niveau de l'économie, on le voit... donc, le citoyen véritable, c'est tout simplement redonner au citoyen ce dont il a été dépossédé au fil des années. Donc là, on lui redonne les pleins pouvoirs à travers les assemblées citoyennes, les groupes de décision et toute l'organisation de la vie économique et la municipalisation de l'économie. Et donc là, finalement, au lieu d'avoir des énarques, des technocrates un petit peu consanguins, réfléchissent à la place du peuple. Et coupés de la réalité de la majorité de la population, on redonne au niveau local et des fédérations de communes, on redonne le pouvoir au peuple. C'est ce qu'on appelle un nouvel enseignement de la citoyenneté, en fait. Absolument. C'est d'où l'importance de ces réunions publiques, de ces assemblées citoyennes, parce que celui qui n'est pas forcément très au fait de tout, va forcément progresser au fil du temps. Mais là, ça pourrait s'articuler finalement avec l'ouvrage de Valérie Bugeaud. On avait fait une vidéo, c'était la première vidéo, je pense, l'épisode 1, où le citoyen s'organise en autogestion au niveau de collectifs d'intérêt, arrive à désigner selon ses modalités propres
le représentant du collectif d'intérêt, que ça peut être chasse, pêche, ou santé, ou instruction, etc., agriculture, on imagine, donc se débrouille pour avoir ce représentant et son staff qui va être force de proposition au niveau du politique. Ça pourrait être aussi décliné, mais en fait là ça rajoute une couche supplémentaire et supérieure de cette assemblée de citoyens. Ouais. Oui, mais c'est compatible, hein, c'est des groupes de décision, tout ça, c'est des groupes de... Si ça se fait en fonction des intérêts ou des compétences. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais en fait, là, vous critiquez énormément l'individualisme actuel. Oui. Ah bah oui, On critique il pas, naît hein. du capitalisme. Pardon, dès l'instant où il y a une personne isolée, elle va devenir individualiste. Forcément. Et consommateur absolu, en Ouais, fait. en gros, c'est ça. qui va se Névrotique, Oui. le serial shopper, s'endetter pour acheter des conneries qui vont finir à la poubelle. Le système, il aime ça. Enfin, le système actuel, le capitalisme, il veut ça. Il veut pas qu'on se connecte entre nous. Il veut pas qu'on arrive à échanger, à communiquer. Et c'est ça qu'on fait, nous, les Gilets jaunes, au contraire. Donc, la phase supplémentaire à ça, c'est justement ça. Arriver à une démocratie directe, c'est passer par le municipalisme. Avancer connecté. D'accord, s'interconnecter et finalement couper tout le système névrotique où finalement il y a énormément de Français qui fument, qui picolent ou qui prennent des cachetons pour simplement gérer le quotidien et gérer le lendemain en fait. 2 tiers de la population active, hein. Il y avait encore une étude qui est sortie hier, des médicaments, je ne parle pas des trucs contre le mal de tête, mais les antidépresseurs, le séroplex, c'est un tiers de la population active est sous antidépresseurs ou sous anxiolytiques, hein. C'est le médicament le plus remboursé par la sécurité sociale, c'est un antidépresseur. Après, les trucs pour mal de tête, c'est un antidépresseur. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu rajoutes à ça qu'on est le vice-champion d'Europe derrière les Italiens dans la consommation d'alcool et champion du monde de la consommation de cannabis, tu t'apercevras que dans une journée normale, tu as rarement l'occasion de croiser un individu dans un état normal. Donc On sait bien qu'il y a un malaise. On voit, d'une manière générale, il y a un phénomène de psychiatrisation de la société. Tous les jours, il y a des incidents avec des mecs qui ont perdu la tête, etc. Tous les gens qui travaillent en unité en UMD, en unité de malades difficiles. La psychiatrie étant le parent pauvre en plus de la médecine. Donc il y aura un aspect politique et puis économique aussi. Et là, c'est les technologies libératrices avec... on regarde tout simplement, là on est sur la région parisienne, tous les matins c'est des heures d'embouteillage pour aller travailler. Généralement un travail où on ne s'épanouit pas du tout, pour payer ses crédits, enfin bref, jusqu'à temps qu'on tombe malade. Ça représentait, on avait fait un calcul à la louche, ça représentait 20 jours à l'année en fait, dans les embouteillages. 21 jours. 21 jours de vacances perdues. Et alors, on peut imaginer par exemple avec le développement du haut débit, du très haut débit, qu'on n'est plus, là on prend l'exemple de la Défense, à aller jusqu'à la Défense pour s'entasser dans un bureau pour faire ce travail derrière un bureau, mais que finalement on pourrait prendre le vélo, aller à la salle municipale qui serait connectée au très haut débit, et puis là travailler de là, donc soit avec les outils de réalité virtuelle d'ici quelques années, ou avec d'autres systèmes qui sont encore envisageables, finalement ne plus avoir un... Excuse-moi, je t'interromps, mais enfin il y a plusieurs avis en fait qui jouent là-dessus. On oppose en fait effectivement la progression des technologies qui peuvent être un plus pour rendre agréable la vie des êtres humains. Libérer du temps. Oui, donc du temps de l'effort, etc. Néanmoins, rien ne vaut l'approche, le rapport entre un médecin par exemple et son patient. On ne verra pas les mêmes symptômes à distance sur un écran par rapport à ce qu'on verra en circuit fermé. Enfin, je veux dire... Bien sûr, mais par exemple, un très très bon chirurgien, maintenant ils arrivent, les très bons chirurgiens, à opérer à très grande distance. Oui, ça évite d'aller se déplacer, c'est sûr. Non, mais tu peux imaginer pour un poste de standardiste ou de conseiller financier ou de courtier en prêt ou même d'ingénieur, de pouvoir faire du télétravail
à partir du local. C'est pour ça que, voilà, je dis il y a des nuances quand même. Il faut Ce que quand veut même dire Alain partout, aussi, c'est toute la différence entre les amis et les amis virtuels. ouais, Tu veux, les exactement. amis virtuels ne sont pas les amis. Bien sûr, mais là, tu pourrais tout à fait, au niveau de la salle communale en open space, où il n'y aurait pas de bureau fixe, mais des bureaux modulables, avoir des collègues de travail. Tu serais sorti de chez toi, tu ne travaillerais pas à la maison, tu iras en bicyclette déposer les gamins à la crèche ou à la maternelle à côté. Toi, tu vas travailler, tu auras toujours tes collègues du bureau, tu auras ta vie sociale. Le midi, tu iras manger de la bonne bouffe locale à petite auberge à côté. Et là, c'est des emplois, c'est réinstaller en fait dans la ruralité une économie qui a été déplacée depuis la révolution industrielle sur les grandes métropoles. Absolument. Et ça, les technologies, effectivement, dans ce sens-là, peuvent permettre et autoriser ça, avec, on l'espère, l'essor du télétravail, parce que le télétravail, c'est depuis des années, moi ça fait 20 ans que j'entends parler du télétravail, et en fin de compte, il y en a quand même pas tant que ça, de télétravail. Alors, Il faut quand même établir des règles, c'est comme tout hein, pour ça. Il ne faut pas non plus en abuser. Je dis D'où- consommer avec modération. D'où l'intérêt d'avoir une forte pression au niveau de la politique locale pour orienter, encadrer au niveau de ces fédérations de communes libérées du système centralisé et C'est capitaliste. un pouvoir parallèle, on monte un pouvoir politique parallèle. Alors comme dit Murat Bouchkine, en fait ça part de bas en haut, au contraire du capitalisme. Alors là, on arrive avec la différence C'est entre pas le top to bottom, c'est le bottom up. Donc là, on arrive sur la différence entre le système capitaliste et le système municipaliste. C'est ça. Tu nous as fait un une joli bonne transition. voilà, joli schéma. Donc voici un petit résumé. Là, on Alors met attends, on va essayer de. avec en fond Voilà, on Jean-Pierre l'a. Crépin. Alors là, c'est la partie capitaliste. Ouais. Ici, là, ouais, sur la Sur la droite. partie gauche. Oui, enfin à ta gauche, mais à ma droite, du coup. On a la société capitaliste donc, qui impose des maîtres, comme le dit facilement Étienne Chouard, et donc avec de l'argent et des envies. Ce qui s'oppose à la société communaliste ou municipaliste qui a besoin du peuple, des échanges, ça peut être des systèmes d'échange libres ou simplement des échanges de besoins, d'objets, etc. Tu penses aux monnaies locales aussi, Monnaie au locale, sel, d'accord. exactement. Et qui repose sur les besoins et non sur les envies. C'est la principale différence. Quand on voit qu'une société capitaliste repose essentiellement sur la production et la consommation, alors que la société municipaliste repose sur le développement humain ou de l'être humain ou de l'humanité et la biosphère, celle-ci étant partie intégrante de l'être humain. D'accord, donc là on pense à permaculture, On pense à tout ça, ouais, ouais. recyclage. Et autant au niveau local qu'au niveau terrestre, en fait. Enfin, dans l'optique. Pensons utopiste, global, voilà. mais agissons local. Absolument. Non, cela dit, petite parenthèse, les Indiens qui vivent encore en autonomie pratiquent ça, en fait. Hein. Ils sont intégrés dans leur milieu. Bon, enfin bref. Les Indiens, je parle des Amérindiens, par exemple. Donc là, on a les différents vices du capitalisme. Qui sont la hiérarchie, la domination, la représentation fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien, ou pratiquement rien, on va dire, en étant gentil, 5% des doléances du peuple qui remontent aux élus. C'est ça que j'appelle une représentation fermée. Attends, là, est-ce que tu es en train de nous parler d'un référendum en 2005 ? Oh, ça se peut, ça, ouais. Ça, entre autres. Hein. Alors, juste par rapport aux envies, c'est le modèle de la publicité. C'est ces gars-là, c'est créer des besoins, enfin des besoins virtuels, immatériels. Hein. Ouais. Enfin, voilà, c'est ça, c'est le marketing. C'est flambé, c'est voilà la grosse voiture, on a besoin de la grosse voiture, ouais, etc. Quand Des tu pompes sais de faire marque. la distinction entre les désirs et les besoins, tu arrives à survivre en fait. Hein. C'est le rôle de la pub. En fait. Exactement. Et alors, donc, ça repose sur des élections. Alors, je rappelle que les élections, en fait, ce n'est pas un vote. Les élections, c'est choisir des maîtres. Comme je cite encore Étienne Chouard. Donc, qui repose sur de la corruption parce que ceux qui sont au-dessus du peuple sont corruptibles. On ne le dira jamais assez. Alors, juste ils sont corrompus. En aparté, dans l'Essonne, par exemple, il y a des histoires d'Ageco pour des professionnels au niveau du département. Facturer 300 000 euros à la collectivité. Ah, c'est pas cher. Ou des tablettes à 3 000 euros pièce. Peut-être qu'ils les ont fait venir d'Arabie Saoudite. Ouais, il y a peut-être surtout de la grosse corruption derrière.
ça se peut, ou ils ont fait une erreur de zéro, je sais pas. Voilà, mais tout ça, c'est aux frais du contribuable. Et donc, du coup, on peut aussi parler de distanciation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un élu est en haut d'une pyramide, enfin, à son statut, il en est très fier, et qu'il ne voit pas les besoins, les vrais besoins du peuple. Donc, il est très distancé, donc il ne peut pas agir là-dessus. Un égotisme, évidemment, parce qu'il va favoriser ses propres besoins, ses propres intérêts, plutôt que ceux du peuple. Ça veut dire qu'il va être dans une crise d'ego perpétuelle. Voilà. Il est à la Alors, gamelle. un égo, Il fait carrière, il est à la gamelle. Un ego surdimensionné, du coup. On se souvient de voilà, Macron les dans autres, les gares, ces gens de rien, quand il parlait des gens des gares. Oui, les gens qui ne sont rien. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Et donc, ceci mène à l'individualisme. L'individualisme, on en parlait tout à l'heure, c'est en fait des personnes qui sont isolées ou qui vont être forcées d'être isolées. Donc, qui ne vont pas interagir avec les autres. Et bien sûr, le profit. C'est ça le capitalisme, c'est le profit. Tout ceci, d'un côté, mène à une est même géré par l'uniformisation de la pensée, ce qu'on appelle la pensée unique, et l'uniformisation des êtres. Tout le monde est pareil, tout le monde consomme de la même façon. Voilà. Il n'y a plus d'humanité en fait, il n'y a plus que des robots qui sont dans un moule. Alors, l'homme unidimensionnel. C'est-à-dire, Uniformisé il a en des bleu pompes et en Nike, un t-shirt Célio, Exactement. voilà. Ouais, je cite personne, mais on C'est parle de comme Playmobil dans le par film exemple. de Carpenter, acheter, consommer, Ouais. etc. Et Alors ça, c'était un vieux film des années Ouais, 80. l'invasion de Los Angeles. Et le gars trouve des lunettes, Ouais, met les lunettes et exactement. voit les messages cachés. Exactement. Obéit, Ouais. consomme. Carpenter a toujours été un féroce critique de la société de consommation. Hein. D'accord. Et tout ça, devinez à quoi ça mène? Pour le plus grand profit de l'oligarchie. Voilà, on rappelle ce que c'est. C'est le pouvoir du petit nombre sur le plus grand nombre. C'est nous le grand nombre. On est plus Qui n'est nombreux. même plus en France, hein, ils sont dans les paradis fiscaux. Oh, ça se trouve, enfin, je ne peux même pas savoir. Donc, à quoi s'oppose tout ça? Au modèle du municipalisme, qui va donc avoir un intérêt de proximité, un intéressement, c'est-à-dire que les gens vont s'intéresser, en fait, avoir de l'intérêt pour les autres, pour les problèmes des autres, etc. De son voisin. Voilà. Bien sûr. Ce qui suppose évidemment l'altruisme, contrairement à l'égotisme dont on parlait tout à l'heure avec la représentation. Ceci, c'est de l'autogestion. Ça veut dire qu'une commune va pouvoir être libre au niveau de sa gestion, en temps, en argent, si on a... Produire tout ce qu'elle peut Voilà. par elle-même. Autosuffisance au maximum. Absolument. Donc on peut penser à des fermes municipales, Alors, on peut sur des penser, terrains municipaux. à des tas de choses. On peut penser aussi évidemment à des coopératives, tout en précisant bien que si on regarde l'expérience des coopératives qui a prévalu dans les 170 dernières années, a souvent été vouée à l'échec parce qu'à un moment ou à un autre, elles sont rentrées en concurrence frontale avec le capitalisme, notamment dans tout ce qui est alimentation, et concurrencer la centrale d'achat de Casino ou de Carrefour, c'est pas simple. C'est pourquoi dans ces coopératives, il y aura évidemment tous les produits locaux, une grande place sera laissée aux produits locaux, ça en priorité, hein, mais il faudra aussi envisager des modes de règlement complémentaires à l'euro. C'est-à-dire, là on arrive dans le chapitre des monnaies complémentaires, c'est-à-dire qu'une partie sera réglée en euros. Enfin, il faut trouver si on emploie un terme un peu technique, mais une aspérité concurrentielle qui fait que c'est pas Carrefour, c'est pas Casino, que la personne qui va acheter là a deux raisons en fait de y aller, quoi, plusieurs raisons d'y aller. Alors ça c'est extrêmement intéressant parce que ça nous ramène à l'épisode 2 Oui. avec Henri sur les monnaies locales, en particulier la pêche sur Montreuil. Ah, c'est une condition de succès. Alors ça c'est adossé à des associations et pour pouvoir travailler avec les monnaies locales, il faut signer une charte éthique. Grosso modo, Carrefour ne pourra pas utiliser les monnaies locales. Apple, qui ne paye pas ses impôts en France, ne pourra pas utiliser les monnaies locales. Starbucks, qui a beaucoup de difficultés aussi à payer ses impôts en France, ne pourra pas utiliser les monnaies locales. Et finalement, c'est aussi un acte citoyen, aller dépenser son bifton. Bah là, ça va être beaucoup plus facile parce qu'on peut faire la différence et faciliter, par exemple, la vie en fait, du petit cafetier du coin au lieu du Starbucks. Exactement. Et donc là, en plus de garder de la liquidité pour irriguer l'économie locale, ça permet aussi de punir, entre guillemets. Ça fait deux raisons d'acheter dans cet endroit.
Et on rappelle les chiffres de l'évasion fiscale en France. On avait eu un entretien avec le sénateur Bocquet à la sortie du Sénat. Il avait été très gentil avec nous. Il avait discuté avec nous 40 minutes. Et il nous expliquait, lui, il faisait partie de la commission sénatoriale sur l'évasion fiscale. Et il disait, c'est entre 80 et 150 milliards d'euros par an. Et tout ça, c'est institutionnalisé puisqu'il y a des grands cabinets de conseil qui gèrent les normes comptables, qui permettent ça. Et en fait, c'est tout ce pognon qui est volé à la collectivité qui va se retrouver dans les paradis fiscaux. Et il y a une guerre au niveau des paradis fiscaux. Il y a des paradis fiscaux qui sont contrôlés par les anglo-saxons, la City et par Wall Street. Il y en a d'autres qui sont contrôlés par les Russes ou les Chinois, c'est Chypre et Panama, etc. Et le Panama Leaks, c'est la CIA qui joue à détruire les paradis fiscaux des adversaires pour tout simplement rapatrier sur leurs paradis fiscaux à eux. On pense au Delaware aux États-Unis, un État américain, où effectivement ça a le statut de paradis fiscal. Dans 2 mois, tu vas en avoir un très proche de chez nous qui s'appelle le Royaume-Uni. Hein, puisque, bon, tu imagines bien que Boris Johnson, s'il s'engage dans une politique de no deal avec le Brexit, il a une idée en tête. Et cette idée en tête, c'est de faire de l'Angleterre un paradis fiscal. Donc imagine que demain, moi je vous l'annonce, je parie qu'il va passer par exemple l'impôt sur les sociétés à 15% alors qu'on est à 30%. Donc contrairement à ce qu'on nous raconte, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont quitter tant que ça l'Angleterre pour du simple au double. C'était le cas de l'Irlande avec Apple. Oui, c'est le cas de l'Irlande. Mais là, Johnson, t'imagines bien que le no deal, voilà, son idée c'est ça derrière, faire de l'Angleterre un paradis fiscal. Vive l'autogestion, du coup. Et celle-ci peut être amenée grâce à une assemblée communale qui se trouvera dans la commune, avec des gens qui peuvent être tirés au sort, ou, ou qui veulent simplement participer. C'est ça l'intérêt aussi. Ils s'intéressent. Mais il faut qu'il y ait un nombre important quand même. Il faut que ça soit décisif. S'il n'y a que 5 personnes dans l'assemblée communale. Non, on va faire comme à Athènes. Si possible, à Athènes, en fait, le modèle de la démocratie directe, tout le monde pouvait voter, mais on allait parfois chercher les personnes pour les obliger à assister aux agoras, c'est-à-dire dans les forums. Donc tu verrais quelque chose d'obligatoire, toi, au niveau de ces... Au début peut-être, ouais, parce que en fait, les gens ne sont pas forcément tout de suite intéressés à participer. C'est pour ça qu'on parlait de néo-citoyenneté. Ils sont pas tout de suite. Ils sont conditionnés par la télé, par Hanouna, par rester passifs, se plaindre, ça c'est bon. L'argument, bon, c'est pas grave, les élus, ils font leur travail, ils travaillent pour moi, ils sont assez payés pour ça. On l'entend souvent. Ça. Enfin, il y en a beaucoup qui gamellent quand même. Il faut en fait conscientiser chaque citoyen réellement sur la vie locale, sur tout ce qui peut se passer au niveau économique, au niveau agriculture, au niveau de la vie même. Et en fait encourager les citoyens qui sont déjà engagés dans la vie de la commune et justement faire en sorte que les néo-citoyens, c'est-à-dire les nouveaux citoyens, ceux qui commencent déjà, qui ont juste des bribes de connaissances et qui ont ou d'intérêt pour les affaires collectives. Voilà, justement, passe au niveau supérieur. Alors, il pourrait y avoir l'incentive. On parlait monnaie locale. On pourrait imaginer quelque chose. La mairie, comme à Bayonne, ou au niveau de l'Eusko, la monnaie locale basque, où ils travaillent énormément. Ils ont réussi à faire pression pour que la mairie de Bayonne puisse utiliser l'Eusko. Alors, elle ne le fait pas directement. Elle passe par une structure associative qui dépend de la monnaie locale. Donc les échanges entre la mairie et la structure associative se fait en euros, mais après la structure associative qui dépend de l'Eusko règle ou reçoit des fonds en Eusko. Et la mairie finalement pourra recevoir, ou peut déjà, puisque ça date de 2018, pourra recevoir ou payer sur la base du bénévolat une partie en Eusko, en monnaie locale. On peut imaginer, par exemple, un incentive pour motiver les gens, une sorte de prime en monnaie locale. Tu participes à l'assemblée citoyenne
eh ben, tu as un petit billet de 20 racines, 20 je sais pas trop quoi, Oui, bien sûr. de telle sorte que cet argent-là, il n'est pas perdu, puisqu'il ne va pas partir sur Carrefour, ou Apple, ou Starbucks. Il va être dépensé en local. Donc Mais finalement, surtout, il c'est va un jeu à rester- somme nulle. Il va rester dans la boucle en fait du T'as plein local. d'initiatives. Déjà, tu peux changer 1 € contre deux trucs en monnaie locale, c'est-à-dire que tu doubles ton pouvoir d'achat. Si Non, tu mais fais ça. là, c'était simplement pour pousser Motiver. les gens, motiver les Bah, gens. Tu leur donnes aussi comme des coupons de réduction. en Bah, plus, c'est la dans monnaie les- locale. Voilà, c'est de la monnaie locale, Tu vois, la personne dit, bah, tu vois, je vais à l'Assemblée citoyenne, bien sûr. bah, je vais avoir 50 racines, etc. Oui, C'est vrai que c'est un investissement, mais c'est récupéré finalement sur le bien collectif, en fait, au niveau du tissu commerçant et industriel et agricole local. Bah, c'est vrai, comme disait Laurent, en fait, il faut motiver les gens, il faut les intéresser à la vie locale. On est tellement oppressés, tellement habitués à avoir une attitude finalement. passive. Ouais, exactement, j'allais dire de larve, mais c'est pas loin avec le capitalisme. Effectivement, c'est ça, quoi. Mais il y a quand même 200 ans de matraquage, quand même. Ouais. Et l'école a bien participé. Ah bah, l'école, c'est l'agence de pub du gouvernement. Voilà. On nous dit, on nous On était répète dans le commun. qu'on vit dans un truc qui s'occupe de régler les choses pour nous, que dans une société parfaitement organisée. Et on croit dès notre plus jeune âge. C'est très dur de sortir de tout ce conditionnement. Là, il y aurait finalement, pour revenir sur l'épisode 1, basé sur l'ouvrage de Valérie Bugeaud, avec les collectifs d'intérêt, où chaque citoyen dans une commune idéale serait investi à titre bénévole dans un collectif d'intérêt qui le concerne. On va dire que tu as un problème médical, bah toi c'est plutôt la santé, ou tu as des jeunes enfants, t'es papa ou maman, bah c'est plutôt l'instruction. Et ces collectifs d'intérêt produisant produisant de l'idée, du concept, des recommandations, travaillant sur des projets, étant force de proposition au niveau de l'équipe municipale, avec une commission basée sur le système des jurys d'assises, qui devrait, une commission de citoyens, dont le seul but serait de contrôler finalement l'arbitrage équitable du politique par rapport à ces différents collectifs d'intérêt. Eh ben, on pourrait aussi motiver, donc collectif d'intérêt, bah oui, effectivement, si on est papa ou si on a un problème médical, l'intérêt il est évident, mais on pourrait aussi, sur ces collectifs d'intérêt, faire de l'incentive supplémentaire pour lancer par exemple les monnaies locales. Les gens qui ne connaissent pas reçoivent 20 ou 50 pêches ou piastres, ou bref, et bon, ils vont forcément après les dépenser et puis créer du lien avec les commerçants, etc., ou prendre contact avec l'association qui gère ces monnaies locales. Moi, c'est ça, c'est l'idée d'amorcer en fait le truc, quoi. C'est une idée, vraiment, absolument. Alors, on va revenir à ton beau Ouais. schéma. On a plein de, de commentaires positifs Bon, sur le schéma. Ah bon, d'accord. Alors, ok. Donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une possibilité de faire une confédération de communes, qui sont juste, en fait, plusieurs communes qui se regroupent ensemble, parce que, disons, il y a un problème assez important, ou alors qui dépasse le cadre d'une seule commune. Les transports, par exemple. Les transports, ou même du territoire, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Du coup... Collecte déchets. Ouais, voilà, des transhumances aussi, ça peut être ça. Enfin, L'écologie, ouais, les villages radioactifs. on parle des villages. Ou la pollution des rivières. Ouais. Et du coup, en fait, eh ben, ce sera le même aboutissement parce que toutes les décisions, quelles qu'elles soient, seront discutées et votées en commun par rapport à la majorité. Dans le cas de la confédération de communes, comme dans le cas d'une assemblée générale concernant une région ou la nation, on a possibilité de décréter, de voter pour des représentants qui auront un mandat impératif. Ils auront une mission à accomplir et s'ils ne s'y conforment pas, eh ben simplement ils seront révoqués. Alors, l'article 27 de la Constitution actuelle rend nul tout mandat impératif. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura aussi le mandat révocatoire? Mandat, Systématiquement. oui, bah c'est ça surtout l'intérêt, quoi. Donc ils seront révoqués, donc mandat révocatoire impérativement. Démocratie, et ça nous Et, amène à la direct. démocratie directe. Démocratie directe, c'est ça. Les amis, c'est le contraire de l'oligarchie reposant sur le capitalisme. C'est ça. Le peuple, c'est la démocratie directe. C'est tout. Alors, C'est le raccourci. par rapport à l'anarchisme, Bookchin critique l'anarchisme, la façon, aux États-Unis en tout cas, Oui, the way of life, comme dit la façon de vivre des anarchistes qui finalement deviennent très individualistes
Et eux, par exemple... Qui font le jeu du système, finalement, c'est ça? Oui, parce que toutes les décisions, par exemple en réunion, devraient être faites au consensus. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui s'oppose, bon bah, il n'y a pas de décision. Donc, dans un Mais alors projet- là, le mec qui reçoit du pognon et pour s'opposer systématiquement, le système Voilà. est bloqué. C'est pour ça que Bookchin dit que c'est pas jouable. On a un nivellement par le bas, là. Voilà. C'est Donc, parallèle au capitalisme, en fait. hein, c'est la même chose. et là où se différencie fortement, évidemment, c'est par l'approche communautaire, puisque là, on est quand même dans une commune. Le municipalisme libertaire, c'est pas, encore une fois, de l'individualisme à tout va. Ça nécessite de prendre en compte la problématique du voisin, comme étant là, voilà, qui est aussi importante que la tienne, finalement. Chez toi, tu es le maître chez toi, tu gères, mais C'est dès que tu es dans l'espace public, Voilà. tu Chez dois toi, devenir citoyen. Absolument. Ça, Tu c'est dois quand même- devenir citoyen. Oui, ça c'est une grosse nouveauté quand même. Hein. C'est quelque chose qu'on a tellement perdu de vue. Chez soi, c'est la sphère privée. Dès que tu mets un pied dehors, oui, tu deviens un citoyen. Actuellement, quand on met le pied dehors, on est un consommateur. On est un consommateur citoyen, entre parenthèses. On est surtout un consommateur. Donc là, ça veut dire se réintéresser à tout. Le capitalisme, ça déresponsabilise, alors qu'en fait, le municipalisme, ça responsabilise. Beau slogan. Alors, les mises en pratique. Ça a été mis en pratique. Oui. Alors, on a six exemples de mise en pratique. Oui. C'est pas de la science-fiction, Bah, ça c'est pas existe. de la- alors c'est bien, c'est là-dessus qu'il faut insister. Non, c'est pas de la science-fiction. Et quand on vous dit que c'est la prochaine grande révolution intellectuelle, c'est pas une petite réforme, mais une véritable un changement de paradigme, une révolution, c'est que oui, c'est mis en place sur beaucoup d'endroits et dans beaucoup de continents. On va commencer par un exemple qui est très significatif, c'est le nord-est de la Syrie. Le Rojava. Rojava, oui, exactement, à Rojava, où il y a 2 millions de personnes aujourd'hui qui vivent suivant les préceptes du municipalisme libertaire, en l'occurrence même c'est devenu une confédération démocratique, 2 millions de personnes, c'est pas rien. Dans une zone de guerre. Dans une zone de guerre. Dans une zone de guerre où chaque jour il y a des gens qui arrivent, il y a des gens en plus parfois de tendances religieuses différentes, et tout le monde cohabite. Et une des premières décisions qui a été prise, c'est l'égalité homme-femme. Tu imagines dans un pays musulman. Alors comment ça a pu se passer c'est arrivé soudain d'une pensée de municipaliste libertaire au nord-est de la Syrie. Bah, c'est tout simplement parce que Otchakal, qui est le chef historique du PKK, donc qui se bat depuis des années et des années pour son peuple, les Kurdes, bon, qui est emprisonné depuis et qui ne sortira probablement jamais, a correspondu pendant 10 ans, ce qui n'est pas rien, avec Murray Bookchin. Et donc, Le père du municipalisme libertaire. Exactement. Et donc, quand tu es en prison, bah, tu as le temps de réfléchir et d'écrire. Et donc, voilà la meilleure des solutions qu'il a trouvées pour son peuple, pour les Kurdes, c'est le municipalisme libertaire avec une confédération démocratique. Et donc la vie s'organise en zone de guerre, avec des privations et avec des attentats, des attaques, etc. Exactement. C'est bien la preuve que si on arrive à le faire en zone de guerre, on peut arriver en zone de paix. Alors, il y a d'autres exemples maintenant qui ont surgi dans cette dynamique qui s'est véritablement mise en place au niveau global. Il y a la ville de Valparaiso, qui n'est pas une petite ville. Au Chili. Au Chili, exactement, donc qui a adopté le municipalisme libertaire. En Espagne, alors évidemment, via Podemos, le municipalisme libertaire est présent à Barcelone, Madrid, enfin donc des grosses villes. Alors Ça, c'est dans c'est des villes en entier ou dans des quartiers seulement? Alors, non, dans des villes en entier. La maire de Barcelone, c'est municipaliste libertaire à fond. Alors ils ont réussi à monter une structure en parallèle de la mairie et ils ont conquis la mairie en premier ou comment ça se passe? Ils ont conquis la mairie d'abord. D'accord. Ils ont conquis la mairie d'abord. Barcelone, Madrid, je crois c'est Valladolid, il me semble. Enfin, non, Saragosse. Donc, c'est pas des petits trucs. Et surtout, plein de petites villes et de petits villages dont on parle moins, parce que ça, là ce dont je parle, c'est la partie la plus émergée, si tu veux, de Podemos, donc on retrouve aussi à l'Assemblée, mais il y a plein d'endroits, plein de petites villes et de petits villages, où là, c'est le municipalisme libertaire à fond. Autre exemple, Naples en Italie. Naples en Italie, un maire municipaliste. Quand même, c'est pas rien, Naples, c'est pas une petite ville, etc. Donc les Italiens, pareil, ils en avaient ras le cul
de tout. Ils ont élu un maire qui n'est pas municipal, qui se présente ouvertement, Luigi De Magistris, comme étant municipaliste, quoi. Donc lui, il fait le jeu, il dit, ok, il va y avoir ces assemblées Oui, citoyennes bien sûr. et elles vont avoir pas seulement un rôle informatif Non, ou non, 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 non. consultatif. Non, non, ça va être de l'exécutif. Absolument. Et donc, cette année, s'est tenue donc à Barcelone une réunion, la première réunion de tous les pays qui avaient fait le choix du municipalisme. Donc, des gens sont venus de Alors, tous les endroits de la planète. il y a d'autres endroits où le municipalisme s'est développé. Donc on a dit le Chili, l'Espagne, Naples en Italie, le nord-est de la Syrie, mais aussi le Vermont aux Ouais. États-Unis. Ah bah, le Vermont, ça c'est la patrie historique, la ville historique de Bucci. Hein, donc, 42 000 personnes, Burlington. ouais, ouais, c'est ça. Donc, Et puis le Venezuela, avec les Venezuela. Comunas. bien Oui, sûr. sous Chavez, en fait, ils ont adopté en avril 2006 une loi pour les conseils communaux. Donc, en fait, ça a permis de créer plus de 18 000 conseils communaux ruraux et urbains. Et ça a permis de regrouper entre 200 et 400 familles qui vivaient dans la même zone de chaque, 18 000, conseil. c'est énorme. 18 000. Et alors comment ça se passe avec ces Comunas? Quelles sont leurs prérogatives? Bah, en fait, c'est un petit peu le même principe qu'on est en train d'expliquer actuellement. Ça touche la santé, l'éducation. Ça touche justement à tous les domaines, et c'est réellement le citoyen qui gère concrètement sa commune. D'accord. Et donc ça, c'est au Venezuela. Il faut noter, hein, t'as pas parlé de ça. En fait, le Venezuela, c'est une situation particulière parce qu'en fait, il y a des Amérindiens qui vivent dans des conditions différentes de ceux qui vivent dans les cités, dans les villages aussi qui sont, disons, plus modernisés. Ce qui fait que effectivement, il y a une autonomie au sein de chaque commune. Une commune pouvant être un village au milieu de la jungle, enfin de la forêt. Pour préserver le mode de vie des Exactement. Indiens natifs. Exactement. Quoi. Et D'accord. c'est très important à l'heure actuelle, quoi. En pensant aux incendies, par exemple, qui ont lieu en ce moment, quoi. Oui. C'est un mode à protéger. Alors, autre partie, on approche de la fin, les amis. Les critiques et les limites du municipalisme. Finalement, quel intérêt dans le contexte de la mondialisation? Tout est perdu. On va finir par tous manger du McDo, être connecté avec des sondes dans le cerveau à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que ça vaut le coup? C'est pas trop tard, au contraire. On C'est est en le plein moment. dedans. C'est le moment. Il faut y aller. Pourquoi des villes comme Barcelone, Madrid, Naples, Valparaiso, pourquoi tous ces gens-là, si tu veux, d'un seul coup, basculent dans cette révolution globale qu'on appelle les villes sans crainte, c'est ça les fearless cities. Pourquoi on appelle ça les... Parce que, encore une fois, sous les débris de ce qui reste, cette rationalisation du capitalisme, il faut renforcer les pouvoirs locaux. Sinon, on ne restera pas en vie. Là, on est en train de parler De survie, là. On est en train de parler de notre survie. C'est pas un petit truc. Mais alors, Faisons un parallèle. En fait, dans la société capitaliste, les sociétés avec peur, en fait, elles sont anxiogènes. ouais. Et dans la société municipaliste, où en fait, tout le monde a les réponses à toutes les questions qu'ils posent parce qu'ils interagissent, il n'y a plus de crainte. Et on se connaît, on connaît Voilà. son On voisin. connaît, Voilà. effectivement. On l'a vu, on l'a croisé avec sa famille au niveau de l'Assemblée. Et oui, Voilà. absolument. Ok, d'accord. Moi, j'aurais une autre remarque. Mais finalement, en France, les maires ont moins en moins de budget, moins en moins de pouvoir. Ça se passe plutôt maintenant au niveau de la communauté d'agglo, voire du département, voire de l'euro-région. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire dans le contexte municipal 2020? Oui. Bah oui, justement, c'est pour ça nous on en est persuadé et c'est pour ça qu'on souhaite prendre le pouvoir dans des communautés, dans des villes. Je te disais, le cœur de cible, c'est 500 à 3000 habitants. Bien sûr qu'il y a des. Alors, c'est vrai que tu as raison de souligner
les maires ont de moins en moins de pouvoir. On l'a vu récemment avec l'histoire des pesticides où il y a un maire qui interdit et immédiatement il s'est fait pris une fessée déculottée par l'étage du dessus. Non, c'est pas dans vos prérogatives. Bon, ça a quand même initié un mouvement où 6 ou 7 autres maires, dont celui de Paris, ont suivi le mouvement. Donc ça a amené quand même une réflexion. Mais non, c'est pas justement cette dynamique. De toute façon, le bouleversement de ce qu'on est en train de vivre est tel que le gouvernement actuel, puisque là on est en train de parler de monter un pouvoir parallèle, n'aura pas d'autre choix que de dynamiser les territoires, les régions et les pleins pouvoirs aux maires. Qu'est-ce qu'on nous rabâche là depuis des mois et des mois? Parce que Macron n'avait pas du tout compris au départ. C'était quoi l'histoire du grand débat? Il n'en a rien fait, mais dans ce coup, les maires qui étaient des bons à rien, ils ne s'étaient même pas rendus au truc de l'association des maires. Ils les avaient snobés. C'était que dalle les maires. Et d'un seul coup, les maires, c'est devenu, oh là, c'était pire que si c'était Georges Clooney, quoi. C'était des bombes sexuels, ils étaient hyper intelligents, ceux qui connaissaient, etc. C'est devenu, on est passé d'un truc à un autre, là. Donc, en ce moment, voilà, je pense, moi, que oui, c'est le moment pour enfoncer le clou. Alors là, si on pouvait évidemment se retrouver dans une dynamique comme ça s'est passé en Espagne, où on puisse en plus faire changer certaines chartes municipales pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse rendre légitime des assemblées constituantes au sein de municipalités et donner des pouvoirs. Là, le tribunal administratif, il va pas aimer, Oui, hein. le préfet non plus. Dans un premier temps, on va opter pour des stratégies de contournement. On va aller dans toutes les failles qui sont autorisées et on va mettre en place les choses comme ça. Alors, là, on est en train de parler de municipalisme, mais en fait, nous, le nom, en réalité, c'est juste le protocole, la façon de le faire. C'est-à-dire qu'on peut, justement remonter de plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau des communautés de communes et même au niveau des départements. Après, il ne faut pas aller plus haut, parce que sinon, au niveau gestion, ça va être impossible. Mais ça peut remonter jusqu'aux communautés de communes et départements, ce système. Là, on va passer, merci. Là, on va passer à des éléments du programme de l'équipe municipaliste libertaire qui a pris le pouvoir dans la ville de Burlington, dans le Vermont, aux États-Unis. Ils ont pris le pouvoir apparemment en 2001 et ce programme est extrait de l'écologie sociale. C'est un livre de Janet Beer. Oui, Janet Beer, c'était la deuxième femme en fait de Murray Bookchin. Donc c'est un livre, tiens, je ne sais pas si tu peux... Si l'ordinateur marche. Non, l'écran ne s'allume plus. Voilà. Qui s'appelle l'écologie sociale, donc de Janet Beer, qui est disponible. On le trouve partout. De même, tous les ouvrages de Murray Bookchin. Mais là, effectivement, le programme, il est dans le bouquin. Oui. Alors, on va vous lire des morceaux du programme parce que c'est un petit peu long, ça pourrait être un petit peu rébarbatif. Mais voilà, je vais me permettre de vous lire des morceaux du programme. Nous voulons créer une nouvelle politique pour Burlington, une politique qui soit fondée sur l'écologie, le contrôle de la croissance, une économie morale, la justice sociale et une véritable démocratie de la base. Nous voulons créer un nouveau mouvement à Burlington, un mouvement qui ne soit pas seulement un autre parti pour élire des politiciens, mais qui engage les simples citoyens sur une base quotidienne dans le processus politique au sein de la communauté et des organisations de quartier. Nous espérons développer un mouvement réellement populaire pour aborder les causes de nos problèmes sociaux et écologiques, pas seulement pour s'occuper de leurs symptômes. Tout à fait. Alors, ne pas rester à l'écume des choses. La solution, alors, donc il s'appelle les Verts de Burlington, donc c'était ce collectif de municipalistes libertaires. Ça n'a rien à voir avec les Verts de France. Alors, les Verts de Burlington veulent un moratoire sur la croissance. Il est essentiel que les citoyens aient le temps de discuter dans des assemblées publiques le problème qui se pose à Burlington et de décider démocratiquement comment notre communauté peut se développer selon des normes écologiques, humanistes et rationnelles. Nous voulons l'élection d'une commission environnementale et la création d'un conseil consultatif des citoyens sur l'environnement, composé de représentants des organisations
environnementales, de spécialistes sans lien aucun avec le commerce et l'industrie, de citoyens engagés, de planificateurs urbains et d'architectes. Alors là, c'est assez intéressant parce que au niveau de la mairie de Lompont dans le 91, il y a un maire, Monsieur Lamour, qui a monté quelque chose d'assez proche, les projets d'initiative citoyenne pour de l'urbanisme. Avant, c'était l'équipe de la mairie et les spécialistes. Et là, il a fait intervenir un troisième acteur, c'est les riverains. Et avec, en fait, ça vient de la base. On est dans du municipalisme libertaire parce que les gens, la base, sont les plus concernés par l'urbanisme de leur zone. Et donc, finalement, c'est quelque chose comme mettre 250 personnes pour des logements sociaux. Et ben, le projet initial a été complètement modifié parce qu'il devait avoir l'accord des trois parties. Et ils ont réussi à en mettre 350. Donc 100 de plus, en atténuant en fait l'impact environnemental et de nuisance pour le voisinage. Alors, voilà. Nous voulons que des efforts sérieux soient faits pour employer des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne et à base de méthane. Alors là, on parlait des technologies qui pourraient aider. On pense à tout ce qui est énergie renouvelable. Les hydroliennes pour les rivières, les de très petite taille, les micro ou les pico-hydroliennes de rivières, mais aussi la méthanisation des déchets au niveau de la commune, mais aussi, pourquoi pas, au niveau des blocs d'habitation ou de la maison particulière pour finalement économiser de l'argent, économiser du fuel. Il faut préconiser les deux, c'est un mix en fait des deux. Les énergies renouvelables, c'est aussi les nouvelles technologies, comme par exemple les panneaux solaires, les éoliennes effectivement, mais les éoliennes existaient déjà dans l'ancien temps, mais aussi cette méthanisation qui existe avec le fameux tas de fumier des anciens, quoi, et aussi creuser ses puits, en fait, voilà, pour être, en fait, le but réel de tout ça, c'est d'être autonome, et non seulement au niveau de la maison individuelle, mais aussi au niveau du groupe, de la communauté. Alors, pour revenir sur ce programme de Burlington, hein, ça a été traduit en français, ce que nous voulons, donc la suite, c'est le recyclage et la réduction des déchets devrait être une priorité, tout comme la mise en place d'un programme régional pour le partage de nos ressources énergétiques avec les communautés voisines. Nous croyons que l'avenir de Burlington doit être guidé par les besoins écologiques et humains et non par des intérêts particuliers et des promoteurs qui s'enrichissent aux dépens de la communauté. Alors ça, c'est énorme. Alors, il préconise aussi autre chose, il y avait autre chose dans le programme. Une banque municipale contrôlée par la communauté qui fournira les ressources financières et des prêts à intérêt minimal pour l'achat et la réparation de maisons et pour la mise sur pied de projets de construction écologique novateurs pour les groupes à faible revenu. Alors, petite remarque, cette banque municipale là, peut aussi bien être fondée sur une monnaie actuelle que sur une monnaie locale. L'émission d'obligations et des changements dans la structure fiscale pour que tous les démunis et les personnes âgées aient accès au logement dont ils ont besoin. Un réseau direct entre les fermiers et les consommateurs pour favoriser l'agriculture locale, le circuit court. L'acquisition municipale des terres vacantes qui feront partie d'une fiducie publique pour la récréation, le jardinage et les parcs. Bah là, on trouve les communs du Moyen-Âge. Exactement. Les pâturages communs, les jardins partagés, etc. Des coopératives contrôlées par la municipalité pour développer et implanter des technologies douces et pour produire des biens de qualité en accord avec la tradition de qualité du Vermont. Donc de l'artisanat appuyé à du circuit court. Alors, nous avons besoin d'une nouvelle politique dans notre ville et pas seulement d'une nouvelle administration. Nous réclamons d'authentiques assemblées de quartier dotées de pouvoirs décisionnels toujours plus étendus pour établir une politique sociale et écologique et pour aider à administrer notre ville. Nous croyons que toutes les principales commissions de la ville devraient être élues par la population, leur mandat limité à 1 an et leur nombre accru pour compenser la centralisation du pouvoir aux mains du maire et de l'hôtel de ville. Nous demandons des révisions de la charte qui favorisent l'autogouvernement populaire conformément à la tradition du Vermont. On devrait réserver une grande portion, des assemblées du conseil municipal à la discussion publique par les citoyens des diverses questions.
et des garderies gratuites devraient être disponibles pour tous les parents qui désirent y participer. Les citoyens devraient aussi avoir le droit de destituer les conseillers qui ne respectent pas leur mandat et leur engagement envers les sections électorales de la ville. Là, ça nous amène... C'est le mandat impératif. C'est le mandat impératif. C'est dur, là. Ça nous amène aussi à ce qui était développé dans l'épisode 1, faire signer à l'équipe municipale, donc on imagine Gilets jaunes ou sympathisants de Gilets jaunes, des mandats de résignation, de démission en blanc, et gérés par la commission qui est chargée d'arbitrer, de contrôler un juste arbitrage entre les différents collectifs d'intérêt. Oui, ça les fait un peu marcher sur les œufs, du coup. Et effectivement, parce qu'ils ont une bombe atomique. Si un conseil de citoyens tiré au sort ou autre a ces lettres de démission, bah, ils peuvent provoquer la chute de l'équipe municipale et provoquer de nouvelles élections. Quoique le tribunal administratif, il ne va pas trop l'accepter. Mais bon. Là, on pourrait rajouter éventuellement tout ce qui est conseil municipal filmé et diffusé en temps réel. Transparence totale. En transparence totale, parce que pour l'instant, en tout cas dans ma commune, ça se fait pas. Hein. Et la commission de contrôle aussi avec un mandat révocatoire, bien sûr. Bien sûr. Alors, voilà, donc ça parle de garderie, ça parle voilà, de justice sociale. Tout ce qui facilite en fait la vie d'une population. Voilà, et pas dans l'intérêt des privilégiés qui espèrent voilà, récupérer les terrains. Alors, la phrase de fin est assez intéressante. Nous voulons changer toute l'image actuelle du progrès comme croissance aveugle et la remplacer par une conception écologique du progrès qui, au bout du compte, fera naître une nouvelle harmonie dans la population et entre l'humanité et la nature. Oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas bêtement progressistes comme peut l'être Macron avec sa religion du progrès à tout va, etc. Il ne faut pas avoir peur d'être conservateur sur les choses qui sont bonnes, qui étaient bonnes autrefois. Il ne faut pas être progressiste pour le progrès, c'est complètement idiot. Tout changer à tout prix, ça mène au chaos en fait. Donc voilà, finalement, c'est moins de banquiers, plus de banquise. Voilà, ça on y est. Merci les amis. Je voulais quand même montrer Ah bah ça, oui, les références bibliographiques. Voilà, je voulais quand même monter ce magnifique ouvrage qui va sortir, Fearless Cities. Donc c'est un guide complet du mouvement municipaliste libertaire tel qu'il est en place un petit peu partout sur la planète. Donc la première conférence a eu lieu à Barcelone. Le livre, là il est en anglais, mais le livre en français va sortir le 22 novembre aux éditions Charles-Léopold Meyer, qui est une maison d'édition qui est rattachée à une fondation philanthropique, je le précise, qui ne publie que des bouquins toujours très intéressants sur l'écologie, sur l'humain, sur le progrès de l'homme en fait. Donc le bouquin va sortir en français. Alors c'est un bouquin qui est particulièrement intéressant puisqu'il explique tout de A à Z, comment lever des ronds pour se faire élire, parce que bon, ça demande toujours un petit peu de ronds, faire un fundraising, jusqu'à la mise en place de toutes les assemblées, enfin le fonctionnement, etc. Voilà, Fearless Cities, les villes sans crainte. Quand ça va sortir en français, ça serait vraiment intéressant de faire une fiche de lecture dessus. Ouais, le 22 novembre. D'accord. Donc là, en décembre, petite fiche de lecture là-dessus. Au niveau autre référence. La fille de Bookchin et la maire de Barcelone. Autre référence, donc là c'était Fearless Cities qui va sortir en novembre en français. On a l'écologie sociale. De Jeannette Beer, ça vous pouvez l'acheter, il est disponible là sur le marché. Il est sorti en 2013-2014, mais on le trouve encore. Donc l'écologie sociale de Jeannette Beer, B-I-H-R. Et troisième référence, le municipalisme, une nouvelle politique communale. De 1995. Ouais, Murray Bookchin, c'est un peu la Bible, ça se lit très facilement. Et donc Murray Bookchin, c'est le père du municipalisme libertaire. C'est le premier à avoir employé même le terme d'écologie sociale. Alors pour conclure, le municipalisme libertaire amène de façon certaine le pouvoir aux mains du peuple. Eh oui. Voilà les amis. C'est difficile de dire plus. Merci en tout cas pour... Reprenons en main notre destin. Ouais. Le peuple ne sera jamais Cessons vaincu d'être s'il est des uni. coach potatoes. Un peuple uni est invincible. Montons des équipes. Bande de glands.
En tout cas, merci pour cette journée de travail. Ça fait des beaux chênes, comme on dit. Et en plus, brisez-les vos chênes. Force et honneur les amis, on ne lâche rien, à bientôt.